Comme je disais, voilà, on a tous vécu des parties de jeux de rôle où en gros on n'a pas trop regardé nos fiches, on a à peine ouvert le bouquin, on a quasiment pas acheté les dés, on a juste fait ça au roleplay. On a juste joué nos persos et je suis sûr que vous avez tous des très bonnes expériences de jeu là-dessus. Et donc la question que je me pose derrière, c'est si on est capable de jouer aussi facilement entre nous, si quand on est d'accord sur ce qu'on veut raconter, sur le genre d'histoire qu'on veut, qu'on s'entend bien, qu'on sait comment on fonctionne, on arrive à faire du jeu de rôle sans se prendre la tête avec 500 pages de règles, ben pourquoi est-ce qu'on achète des bouquins de 500 pages? Et je pense que la réponse n'est pas rien en fait. Mais avant ça, j'aimerais bien parler de comment ça fonctionne, comment on arrive à faire du jeu de rôle, qu'est-ce qu'on fait quand on fait du jeu de rôle. Je pensais faire un petit exercice, donc je vais avoir besoin d'un volontaire. Voilà, je sais pas moi, donne-moi une race et une classe à donjon. Une race et une classe à donjon. Ouais. Alors, un templier hobgoblin. Et ben voilà, alors tu joues un templier gobelin, tu arrives dans le village, on est en fin de journée, tu entres dans l'auberge, et alors l'auberge n'est pas de plafond, il y a une cinquantaine de sièges, il y a une ambiance enfumée, tu sens la graisse dans l'atmosphère, et il y a un gros barman moustachu qui est là et qui est en train de trier les verres. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je rentre dans l'auberge et je demande au barman vous savez les hobgoblins? Il te regarde un peu dégoûté comme ça, il siffle, et puis il y a un hobgoblin qui arrive avec un tablier d'aubergiste. Je connais celui qui arrive. C'est une bonne question, t'es déjà venu dans le village? Oui, 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 bien sûr. Ouais, tu le connais, il s'appelle comment? Il s'appelle Rakt. Ok, Rarkt en fait, il a quitté le village parce que lui, la violence, c'était pas trop son truc. Il s'est fait recueillir par un aubergiste. Donc voilà, là on vient juste, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ce qu'on vient de faire, Bastien et moi, c'est du jeu de rôle. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on vient de faire exactement? C'est là que ça devient intéressant. Et ce qu'on vient de faire, c'est on vient d'avoir une discussion. On vient juste de discuter ensemble. Il y a eu un échange, il y a eu des questions de part et d'autre. On a construit l'un sur l'autre sur ce que l'autre disait. On s'est écouté. C'est une discussion, quoi. C'est une conversation. Mais c'est pas n'importe quelle conversation. C'est une conversation qui parle de trucs qui n'existent pas. Il n'y a rien de ce qu'on vient de dire qui existe quelque part. L'auberge, l'aubergiste, le gobelin, le templier, l'ambiance. Rien de tout ça. On ne peut pas les pointer du doigt, on ne peut pas les montrer, on ne peut pas les prendre en photo. C'est purement imaginaire. Et donc on vient de réussir à avoir une discussion en temps réel, crédible, sur des trucs qui n'existent pas. Moi je trouve ça c'est un peu magique, c'est un peu complètement dingue quand on y réfléchit. Et alors si ça marche, et ça on l'a vu aussi, c'est parce qu'on a fait attention à être plus ou moins vraisemblable dans ce qu'on disait. Moi, j'ai pas commencé à raconter que c'était un Holiday Inn ou un Planet Hollywood. On était parti sur du médiéval fantastique, c'est une auberge médiévale fantastique. Lui, quand il est arrivé, il a directement décidé de mettre une petite touche, genre il a demandé si on servait le hobgoblin. C'est crédible parce qu'on se doute bien que le hobgoblin, il n'y en a pas beaucoup chez les humains, donc il peut y avoir une forme de racisme. Donc voilà, on a une discussion sur des trucs qui n'existent pas. Et cette discussion a été possible parce qu'on a fait attention à être crédible et qu'on se doutait bien que si jamais ça allait pas l'être, il y a un des deux joueurs qui allait coincer, qui allait dire ouais non, c'est un peu bizarre quand même. Et on aurait dû s'arranger pour que la discussion continue. Donc voilà, en fait, du jeu de rôle, c'est bêtement ça. C'est une discussion qu'on va avoir sur des sujets qui n'existent pas, où on va se soucier un peu d'être crédible par rapport à l'autre, et quand ça coince, on va s'arranger entre nous. Ça, c'est la règle de base du jeu de rôle. C'est le jeu de rôle naturel, j'ai envie de dire. C'est ça que font les gamins quand ils jouent dans la cour, ouais. Quelle est la différence alors avec du théâtre d'impro? Alors, ça c'est une bonne question. Moi, j'en fais pas spécialement. Je trouve que le théâtre d'impro, c'est juste une forme de jeu de rôle qui a évolué en parallèle, quoi. Si le jeu de rôle se rapproche plus du jeu de société, je dirais que le théâtre d'impro, ça se rapproche plus d'un sport. Parce que notamment, en plus, il y a beaucoup de formes de théâtre d'impro qui utilisent le public pour donner des points ou ce genre de choses. Compétition, hein. Ouais, c'est ça. Tout le système de savate, etc. Donc, je pense c'est la même mécanique, ça fonctionne exactement de la même façon. Et d'ailleurs, il y a énormément de techniques d'impro théâtral qui peuvent se retrouver au jeu de rôle et qu'on voit arriver de plus en plus, comme le dire oui mais au lieu de dire non quand on trouve ça pas crédible. C'est une technique d'impro, ça en fait. Et après, il y a la question du public aussi. Oui, tout à fait. Dans le jeu de rôle, on est son propre public, alors qu'au théâtre, forcément, et par définition, il y a un public. Ouais. On le fait l'impro pour le public. Ouais, mais en jeu de rôle aussi, tu as un public, tu as tous les joueurs qui sont pas en train de jouer pendant que tu racontes. Surtout qu'aujourd'hui, avec les vidéos, etc., effectivement, on peut avoir des gens qui proposent leur partie de jeu de rôle sur le net, sur des sites de vidéos, et il peut effectivement y avoir un public. Ouais, c'est ça. En
plus. Mais alors c'est public différé, donc ça ajoute encore 40 000 trucs. Mais... avec Twitch maintenant. Ah oui, c'est vrai, il y a des gens qui font du jeu de rôle sur Twitch. Ah oui. C'est la meilleure nouvelle de la journée, je vais aller voir ça tout de suite. Je peux parler des trucs nickel. C'est excellent. En fait, mais un paquet. Ah bah oui, j'aurais dû y penser, bah oui. Qui faisait ça. Genre 2 fois par semaine. Alan Cobble, c'est un des 2 auteurs de Dungeon World, il a un peu la vie qu'on voudrait tous avoir. Le mec, il travaille pour Google, il fait des critiques de jeux vidéo qui marchent du feu de Dieu, il a publié le dérivé d'Apocalypse World qui a le plus marché, et en plus, il a l'air complètement adorable, mais vraiment, quoi. Et il est payé comme maître de jeu sur Roll20. Ouais, c'est quand même un des rares maîtres de jeu professionnels. Bref, il a la vie de rêve. Oui, on peut le dire. Ok, ça aussi, ça me rassure, ça veut dire qu'au niveau vulgarité, je suis pas obligé de me retenir trop. Voilà. C'est un enculé qu'on a vraiment envie de se faire. Ah, c'est clair. Ça va être diffusé sur le net après. Hein. Je dis rien. Non, mais ça va, il parle pas français. Il est canadien, fais gaffe. Ah oui, non, c'est vrai, il est canadien, il y a une chance que... Oui. Adam, je t'aime. Oui, donc je disais, donc oui, le jeu de rôle c'est une conversation et tout, donc des règles de jeu de rôle, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va fatalement cadrer cette conversation. Ça va donner des trucs pour que cette conversation soit plus intéressante peut-être. Et je sais plus du tout, je vais vite retourner mes notes, c'est une catastrophe. Hop. L'auberge, la conversation. Voilà, donc un exemple concret, c'est les règles de baston, parce que c'est une arlésienne dans les jeux de rôle. Des règles de baston, c'est pas fait nécessairement pour être réaliste, c'est pas fait nécessairement pour être juste ou équilibré. Des règles de baston, à la base, c'est fait pour expliquer aux joueurs qui voudraient tester l'expérience comment on va parler de la violence pendant cette discussion. Pour prendre 2 exemples très très différents, mais que je connais très très bien, c'est d'un côté, il y a Donjon Boîte Rouge. C'est ma version de Donjon favorite. Et à Donjon Boîte Rouge, les bastons, mais c'est sale en fait. On joue des aventuriers niveau 1 dans des couloirs moisis, et quand il y a un monstre qui déboule, c'est Fantasy Vietnam, quoi. C'est du surénage de prison. Et ça se voit à travers les règles. Dans les règles de baston de Donjon Boîte Rouge, on sort un D20. C'est une des rares fois où on sort un D20 en fait. La plupart du temps, on jette 1 ou 2 D6 sur des stats plus ou moins équilibrés. Là, on va jeter un D20 et on a peut-être un bonus de plus 1 ou plus 2. Donc on ne sait pas du tout comment ça va tourner. Et le gobelin en face, il va faire 1 D6 points de vie de dégâts. Nous, on est guerrier, on est content, on a tiré notre D8 de points de vie. Donc on a déjà une chance sur 2 d'y passer après le premier coup de masse. Et en plus, il y a plein d'autres petites mécaniques qui font que clairement, la baston, elle ne va pas s'arrêter juste quand on va buter le monstre. Le monstre, il peut fuir, parce qu'il y a toutes les règles de morale. Une fois qu'on lui a mis la moitié des points de vie, on va faire un test pour voir s'il reste. Pareil avec les PJ, ils ont des règles pour rompre la baston, pour fuir, pour distancer le monstre, pour se cacher, pour attendre que ça passe. Vraiment, à Donjon, l'expérience de la violence, c'est censé être une sanction, quoi. C'est attention les gars, soyez malins, évitez la baston avant d'avoir les biscottes pour. A l'inverse, on va jouer à Feng Shui. Ça va pas du tout être la même ambiance. À Feng Shui, 80% des adversaires ont des stats de merde comparés aux nôtres. Je veux dire, c'est un jeu où les jets de dés sont équilibrés dans le sens où quand on jette les dés et qu'on ajoute à la stat, en moyenne, on a sa stat. On a une dérivation de plus 5 à moins 5. Et en face, les mecs, on a des stats à 12-15 points. Et en face, les mecs, ils ont des stats à 5-6 points, quoi. On va juste leur passer dessus. C'est le but. C'est le but à Feng Shui. Le but, c'est juste que les PJ puissent montrer à quel point ils sont balèzes. Et les règles, elles sont pas là pour sanctionner. Au contraire, elles sont là pour laisser la part belle aux joueurs. Si le joueur réussit son jet de dés, il décrit comment il met l'adversaire hors combat, mais comme il veut. Ça peut être la pitchnette sur le front et le mec qui tombe directement. Ça peut être un enchaînement de clés de bras. Le joueur est libre. C'est pas du tout le même genre de violence. Et c'est pareil pour quasiment toutes les autres règles. En fait, ce qui se passe, c'est quand un type essaye d'écrire un jeu de rôle, je pense qu'il essaye de donner une expérience entière. Il a en tête une sorte d'histoire interactive qui pourrait être fun à jouer selon lui, et il va espérer que le bouquin tombe dans les mains de gens qui ont la même idée que lui, qui se disent « ouais, en effet, c'est pas une mauvaise idée de jouer à ça comme ça ». Alors l'ennui, c'est que écrire des règles, c'est hyper compliqué. Je suis rédacteur, moi dans la vraie vie, je fais un des trucs les plus simples, je fais des plaquettes publicitaires, mais je crois que le pire truc à rédiger, c'est les manuels techniques. Ça demande de prendre des procédures extrêmement compliquées,
et puis de les écrire pour que des personnes qui ne connaissent pas ces procédures compliquées les comprennent et les appliquent. C'est un travail de fou, et le milieu de jeu de rôle, ben oui, on fait beaucoup d'efforts, c'est plein de gens qui se prennent énormément la tête et qui font du mieux qu'ils peuvent, mais c'est aussi un milieu qui n'est pas hyper professionnalisé non plus. C'est pas une insulte, c'est juste que voilà, quand on tire les bouquins à 500 exemplaires, on travaille avec des équipes de 2 ou 3, là où sur des bouquins de 350 pages, ben, il faudrait bien être 5 ou 6. Donc du coup, je me dis, c'est vrai qu'on a souvent le réflexe, parce qu'on est pour la plupart d'entre nous des MJ expérimentés, habitués, on sait ce qu'on veut, on sait comment ça tourne, donc généralement on ouvre un bouquin de jeu de rôle, c'est un peu comme un buffet, on va se dire tiens cette règle-là elle est marrante, tiens cet élément de background je le reprendrai bien. Mais derrière il y a souvent des mecs qui essaient de construire ça comme une expérience complète. Et souvent quand on les prend comme tels, on découvre d'autres jeux que ce qu'on croyait. Je parlais de Donjon Boîte Rouge. C'est vrai que Donjon, bah, voilà, c'est le jeu le plus connu du monde, on a tous des a priori sur ce que devrait être Donjons et Dragons. L'ennui c'est qu'il y a 7 ou 8 éditions différentes de Donjons et Dragons et que chaque édition est clairement un jeu différent en fait. Si on vient sur les vieilles éditions comme Donjon Boîte Rouge, comme je disais, c'est de l'exploration, c'est du fantasy Vietnam. Mais sur les dernières éditions, c'est plus du jeu touristique, quoi. Si on va se créer une bande de 28 pieds, le MJ va poser une grande carte et puis on va se balader. Et on va tomber sur des trucs, et on va tomber sur un village en feu avec les villageois qui nous demandent si on peut les aider. Et limite, dans le gameplay, c'est même prévu que les joueurs puissent dire « Ouais, non, on va passer au village suivant ». Alors, ce qui fait parfois chier le MJ quand il a préparé pendant 4 heures. Mais ça, je vais y revenir. Et donc, si je parle de tout ça, c'est pas non plus pour apprendre la vie ou quoi. Enfin, si tout le monde s'amuse en jouant comme il joue, mais surtout continuer, quoi. C'est tellement bien d'avoir un groupe qui tourne. Mais je sais pas, si vous avez un peu la routine, si vous avez l'impression que les tables ronronnent, que chaque fois que vous changez de jeu, c'est un peu la même chose, ben je me dis, essayez de voir les jeux comme une expérience complète, essayez de les tester tels qu'ils sont, et de voir tout ce qu'ils ont à nous offrir, ben ça permet un peu de sortir de la routine. Parce que justement, les règles, elles vont cadrer la conversation. Et alors, comment est-ce qu'elles vont cadrer la conversation? Ben déjà, elles vont donner des choses intéressantes à dire. C'est tout ce qui est background déjà, elles vont donner une base de discussion commune à tous les joueurs, elles vont donner des procédures qui vont s'enclencher pendant la conversation, genre l'exemple de la baston, si jamais moi en pleine partie je m'approche d'un PNJ qui ne me revient pas et que je dis au MJ je lui colle un bourre-pif parce qu'il me fatigue en fait. Il va très certainement me dire initiative, parce que les règles disent voilà, quand il y a une baston qui commence, on tire l'initiative pour qui frappe en premier. Elles vont donner des contraintes aussi, elles vont dire, certaines règles vont dire, voilà, les joueurs ne peuvent pas dire tout ce qu'ils veulent, le MJ ne peut pas dire tout ce qu'il veut. À Donjon, par exemple, je ne peux pas, moi, simple joueur, dire, non, ton âme emmerde, il meurt d'une crise cardiaque. Non, les règles disent clairement quand un PJ peut mourir. Un PJ, ça peut mourir quand il rate un jet de sauvegarde contre la mort, ou quand il n'a plus de points de vie. Point barre. Donc ça, c'est une contrainte. Et puis ça va aussi donner des permissions. Parce qu'il y a tout le système naturel qu'on vient de discuter, comme ça, on discute tranquillement, je me prends pour mon perso, tu me racontes ce qui se passe autour. Et il y a plein de jeux aussi qui permettent de faire autrement. Par exemple, Vampire permet à un PJ de créer des PNJ. Quand je crée mon perso, je peux prendre des historiques du genre, je sais pas, moi je peux avoir un servant, un majordome, ou je peux avoir un réseau de contacts, ou je peux avoir un cabinet d'avocats qui travaille pour moi, et le jeu est assez clair là-dessus, je suis libre de leur donner un nom, une personnalité, une fonction, et ça va être au MJ après de le gérer, quoi, le PNJ. Donc ça c'est en général, mais en fait la façon dont un jeu peut cadrer cette conversation, c'est en gros tous les chapitres du bouquin de MJ, quelque part, du background jusqu'aux règles. Donc voilà, moi, quand je lis un jeu de rôle, j'essaie de me demander ce que l'auteur a comme expérience en tête et comment il essaye de me la transmettre. C'est pas toujours évident parce que, comme je l'ai dit, c'est un métier compliqué, puis c'est des bouquins de 300 pages, et en plus c'est des procédures abstraites. Je veux dire, on n'est pas en train de vous montrer une machine avec des leviers et des écrans, là. On est juste en train de vous dire, voilà, quand quelqu'un raconte quelque chose de triste, alors il faut jeter tel dé, ou... Et alors il y a toute la question de quand est-ce qu'on va savoir quand c'est triste ou pas. Et là, les jeux sont pas toujours super clairs. Mais je pense qu'il y a une série de questions à se poser quand on lit un bouquin de jeu de rôle, pour essayer de voir un peu l'expérience qu'il y a derrière. Tu es en train de dire que Bisous RPG est mal écrit? Alors, je ne sais pas. Si ça se trouve, il existe en fait ce jeu, et je suis pas au courant. Donc on voudrait te dire du mal sans connaître. Il y a mon petit bonnet.
Ouais. Les Schtroumpfs. Il y a des Schtroumpfs qui sont sortis en jeu commercial. Non, mais c'est affreux, ça. Dans un style 2D en plus. Mais ça aussi, les dérives de jeux connus, ça me fait toujours peur. Il y a une édition de Shadowrun, Mon Petit Poney, quoi. Elle est disponible sur Lulu et il y a des mecs qui la commandent en version cartonnée à 50 boules, quoi. J'avoue, ça me dépasse un peu. C'est toi qui dis ça. Oui, et c'est moi qui dis ça, quoi. Comme quoi, même moi, je deviens vieux au bout d'un temps, hein. Donc voilà. L'ennui, c'est que tous les jeux sont pas réussis non plus, faut pas rire. Il y a aussi des jeux vachement ratés. Et là, on pourrait danser sur notre tête, on pourrait pas les mener comme ils sont marqués dans le bouquin. Il manque des trucs, il y a des trucs qui marchent pas, il y a des choses qui fonctionnent à contre-emploi. Mais en fait, c'est pas si souvent que ça. Et donc, pour repérer les bons jeux, pour voir s'ils collent à l'expérience qu'on essaie de chercher, voilà les questions que je me pose en fait. Et toutes ces questions, je les pose juste pour essayer de deviner ce que les auteurs avaient en tête quand ils ont écrit le jeu. Alors déjà, la première question, c'est comme je disais, c'est quoi l'expérience que les créateurs essayent d'offrir? Alors l'avantage, c'est que la plupart du temps, c'est marqué au 4e de couverture. Vous tournez le bouquin, c'est marqué dedans. Shadowrun est hyper clair là-dessus. Toutes les éditions de Shadowrun disent clairement au 4e de couverture, voilà, vous allez jouer des criminels du futur. Dans un monde où les corpos ont tout pouvoir. Et les corpos, elles vont engager des criminels comme vous pour se faire des coups de pute. Et vous, votre but, ça va être de survivre dans ce monde de fous sans perdre votre âme. Voilà. Tout le jeu, il est là. Toutes les règles du jeu servent uniquement à ça. Si on regarde même l'ordre dans lequel les règles sont présentées, c'est on crée nos criminels en choisissant leur spécialité, leur background, etc. Le MJ amène un Monsieur Johnson qui va présenter la mission. Il y a des règles de négociation. Une fois qu'on a fait les règles de négociation, il y a des règles pour aller choper des informations sur la mission. Une fois qu'on a chopé les informations, on fait la mission. Il y a les règles pour la mission. Une fois qu'on a fini les missions, c'est pas fini. Il y a aussi les règles pour gérer le butin. Est-ce qu'on n'a pas récupéré des trucs intéressants pendant la mission qui n'étaient pas directement dedans? Est-ce que ça vaut pas de la thune? À qui est-ce qu'on leur vend? Quel service ça va pouvoir m'obtenir pour plus tard? Et puis il y a toute l'évolution qui, elle, parle de perdre son âme ou pas, parce qu'à Shadowrun, pour devenir efficace, il faut parfois se couper un bras et se le remplacer par du métal. Et donc voilà, donc, généralement c'est assez clair, soit directement le jeu le dit, soit c'est en filigrane dans les règles qu'il présente. Parfois ça l'est moins, mais c'est tellement évident qu'on n'a même pas besoin de le dire, quoi. Si je dis... Voilà, vous jouez des enquêteurs et vous êtes tombé sur des indices de l'existence de forces cosmiques maléfiques. Et alors, vous pensez pas pouvoir les vaincre, mais vous pensez que vous allez pouvoir les repousser. Mais l'ennui, c'est que pour ça, il va falloir vous renseigner, vous approcher de ces forces cosmiques maléfiques, et ça rend fou ou ça tue. Et ben, j'ai même pas besoin de dire quel jeu c'est, quoi. C'est Mon Petit Poney RPG, exactement. Voilà. Et alors parfois c'est pas hyper clair et on n'arrive pas spécialement à le dire, mais c'est quand même dans le jeu et finalement on le sent. Je suis vieux, donc comme je disais, donc j'ai beaucoup joué à INS. Et dans les 2 premières éditions INS, il y a un truc assez bizarre, c'est-à-dire que c'est un jeu qui s'adresse quasi pas au MJ. Si vous lisez les 2 premières éditions d'INS, il n'y a pas il y a pas de conseil de MJ, il y a à peine un chapitre background. Et pourtant, à l'époque, le jeu était tellement clair et évident que j'ai rarement vu un MJ d'INS se vautrer. C'est assez évident en fait par la structure du jeu, par ce qu'on présente, par comment les scénarios sont écrits, par les règles qui sont disponibles, par le background, c'est assez évident de ce qu'on fait. Voilà, on joue des anges ou des démons incarnés sur Terre. On a un contact hyper procédurier, il va nous envoyer faire une mission, on n'a ni les infos ni le matos pour. Si on réussit, c'est sur un malentendu. Et pendant la partie, on va avoir des références à l'actualité, de l'humour pince sans rire, et un MJ qui va se la jouer sévère, mais juste, mais sévère. Et c'est ça, INS, c'est rarement à côté. Je veux dire, j'ai eu 5 ou 6 meneurs d'INS différents, ils étaient tous dans le cadre, et on n'a pas discuté entre nous pour savoir comment on faisait, ça a été évident, quoi. Donc, mais c'est un truc à faire attention quand même quand on lit les règles, se demander tiens pourquoi cette règle-là elle est là, pourquoi est-ce qu'il y a un chapitre de conseil qui parle de ça alors que ça m'a l'air aberrant. Il y a des jeux d'enquête qui vous disent par exemple mais filez les indices directement, ça a l'air contre-intuitif parce que tous les jeux d'enquête qu'on a fait, mais il se retrouve que dans ce jeu-là, filer directement les indices
aux joueurs, ben ça fait que le jeu roule. Parce que le jeu ne s'intéresse pas spécialement à aller chercher les indices, mais plus à ce que les PJ vont faire avec les indices une fois qu'ils les ont. C'est pas le cas de tous les jeux, mais il se trouve que dans Dogs in the Vineyard, par exemple, ben c'est ça l'intérêt du jeu. À Cthulhu, l'intérêt, par contre, c'est de remonter la piste, de remonter le petit poussé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on offre aux joueurs? Parce que ça, c'est le gros du jeu, quand même. C'est là-dessus qu'on va se décider si on va jouer à un jeu ou pas, 9 fois sur 10. C'est qu'est-ce qu'on va jouer? Et pas juste est-ce qu'on va jouer les vampires, mais quel genre de vampire? Est-ce qu'on va se concentrer sur le fait que être vampire c'est super dur, ou bien on va se concentrer sur le fait qu'il y a une société vampirique super tordue, ou c'est une famille de vampires qui fouille une organisation de chasseurs, comme dans un vieux jeu français dont j'ai oublié le nom. Non, je tombe plus, mais il y avait une couverture genre dessinée par une petite sœur avec une rose. Et il y avait une rose sur la couverture et c'est sorti. C'est les prédateurs, c'était les prédateurs. Les guerriers de l'ombre. Non, et l'autre jeu c'était la division de l'ombre. Voilà, le truc à la Running Man, c'est les années 90, c'était loin. Oui, donc, c'est pas juste ce qu'on va fournir à jouer aux joueurs, c'est aussi ce qu'on va leur permettre de faire. Par exemple, un vampire, un PJ, s'il prend les bonnes capacités, il va pouvoir détecter les mensonges quasi automatiquement, devenir invisible, soulever des bagnoles, courir plus vite que la lumière. Et ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de ce que le jeu offre à la table. Si quand je mène ce jeu, je m'arrange toujours pour que dans aucune des situations, le PJ qui peut détecter les mensonges n'y arrive, il va me pendre la gueule. Il va pas aimer. Il est venu là exprès parce qu'il a vu, ah putain, on peut détecter les mensonges. J'ai toujours rêvé de faire ça en jeu de rôle, ou pas. Et donc ça aussi, ça permet de voir un peu l'expérience que ça propose. S'il y a un jeu où tous les pouvoirs sont des pouvoirs sociaux, du genre convaincre les gens, hypnotiser les gens, détecter les mensonges, se faire oublier, etc., on se doute bien que ça va être un jeu qui propose une expérience qui est plus dans le social, dans le politique. Si quasiment tous les pouvoirs, c'est soulever une bagnole d'une seule main ou défoncer des murs, on se doute bien que ça va être un peu plus musclé, quoi. Puis il y a aussi tous les petits à côté, parce que comme je disais, il y a des jeux qui proposent des prérogatives qui sont habituellement données au MJ, qui les proposent au PJ. Je pense à Unmighty Thieves, qui est un jeu d'Eric Fantasy, où c'est les PJ qui vont faire le background, en gros. C'est les PJ qui vont mettre les noms sur la carte. Après, le MJ va devoir développer, mais c'est les PJ qui vont décider qu'en plein milieu de la carte, il y a un désert, que ce désert, il faut le traverser pour arriver à la ville, que dans cette ville-là, il y a plein de marchandises intéressantes, il y a des caravanes de marchands. Bon, ça va être le MJ qui va jouer la caravane de marchands, donc c'est lui qui va rajouter les trucs. Mais au final, et là aussi, il faut assumer, parce que c'est quand même dommage d'avoir, quand on est PJ, d'être tout content de rajouter plein de trucs au background de l'expérience, puis de se retrouver à plat. Et, comme je disais, des bonnes règles, c'est cohérent. Toutes les règles essayent de se parler entre elles. Donc si le jeu a prévu que les PJ allaient ajouter une place au background, il y a très certainement d'autres règles qui vont faire en sorte que quand ce background est utilisé, d'autres trucs se passent. Genre par exemple, le PJ va pouvoir avoir des jets de souvenirs ou gagner des pex en plus ou rajouter d'autres éléments au fur et à mesure. Alors puis il y a le gros, il y a ce qu'on imagine être les règles en général, c'est-à-dire toutes les procédures ponctuelles. Quand est-ce qu'on jette les dés? Quand est-ce qu'on gagne des pex? Quand est-ce qu'on claque des points d'héroïsme? Qu'est-ce que ça fait? Ça aussi, ça va cadrer l'expérience. Parce que c'est vrai que ça peut se ressembler très fort d'un jeu à l'autre. Par exemple, il y a une quantité invraisemblable de jeux qui vous fournissent une liste de compétences et on vous dit, voilà, quand on doit utiliser cette compétence et que c'est pas si évident que ça, lancer des dés. Mais même là, il y a des petites variations. Il y a des petites variations dans ce que les jets de dés concernent. C'est quoi la liste de compétences? Je veux dire, il n'y a pas moyen de faire une liste de compétences qui soit universelle. On pense qu'on peut, mais j'ai déjà essayé, c'est juste pas possible. On oublie tout le temps des trucs, ou bien il y a des trucs qui collent pas, ou bien on se rend compte qu'on a divisé deux compétences qui devraient en être une. S'il y a une liste de compétences dans le jeu, c'est parce que l'expérience proposée va s'intéresser à ces compétences-là et pas à d'autres. Star Wars D6, la toute première édition, la liste de compétences, elle fait peut-être 18 lignes. Mais chaque compétence sert à une et une seule chose, c'est à faire en sorte que ce soit du Star Wars. Si vous regardez la liste de compétences, elles servent à quoi? Elles servent à montrer que l'univers est des paysans. C'est genre les compétences de savoir sur les cultures extraterrestres. C'est les bureaucraties qui vous permettent de comprendre comment l'Empire fonctionne. C'est des compétences qui vous permettent de vous balader dans l'espace. C'est des compétences qui permettent de faire la bagarre. Et enfin, c'est des compétences qui vous disent clairement que vous êtes les gentils, même si vous n'êtes pas nécessairement des trucs légaux.
Alors c'est tordu, mais genre, il y a une compétence infiltration, il y a une compétence escroquerie. Il n'y a pas de compétence torture. C'est les méchants qui torturent, c'est pas les gentils. Vous êtes en gentil, il n'y a pas la compétence torture. Donc là aussi, dans la liste des compétences, ça a fatalement cadré le truc. Quand est-ce que le jeu demande de jeter les dés? C'est pas toujours quand c'est compliqué, par exemple. Il y a des jeux qui disent clairement quand jeter les dés. J'avais un exemple concret, je vais le retrouver. Non, j'avais un exemple concret, mais je l'ai perdu. Mais voilà, j'ai un autre exemple là par contre. Oui, donc ces règles ponctuelles, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent interrompre la conversation à un certain moment que l'auteur juge intéressant pour vous obliger à raconter certains trucs précis plutôt que d'autres. Donc pour reprendre l'exemple des règles de baston, les règles de baston vont vous dire à quel point c'est grave quand on se bat, quelles sont les conséquences possibles. Pour prendre deux exemples fort opposés, par exemple, Nobilis, qui est un jeu où on joue des dieux, a un système très simple pour réaliser les actions d'humains. Si un humain, n'importe lequel sur Terre, peut faire ce que vous pouvez faire, qu'il soit monsieur tout le monde, qu'il soit champion olympique, qu'il soit prix Nobel, on s'en fout, s'il y a un humain sur Terre qui est capable de le faire, vous réussissez automatiquement. Parce que vous êtes un dieu au bout d'un temps, quoi. À l'inverse, Ghostbusters, qui est un jeu de comédie, lui, il va vous faire jeter les dés, mais tout le temps, c'est dans les règles, c'est mis. Vous traversez la rue, vous jetez les dés, vous nouez vos lacets, vous jetez les dés, vous répondez au téléphone, vous jetez les dés. Alors la différence, elle n'est pas juste comme ça parce que l'auteur a voulu, encore une fois, c'est l'expérience voulue. Nobilis, c'est un jeu où on joue des dieux, et c'est un jeu politique. Tout se joue parce que quelqu'un d'autre vous empêche de faire quelque chose ou voudrait bien que vous fassiez quelque chose. Donc à Nobilis, quand vous allez rater une action, c'est parce que quelqu'un d'autre vous en a empêché, et la question, ça va être de déterminer qui, pourquoi, comment est-ce qu'on s'en sort, etc. Ça lance la conversation vers un endroit du jeu. Ghostbusters, à l'inverse, c'est un jeu de comédie où on joue des mecs qui n'en touchent pas une, sauf quand ils chassent du fantôme, comme dans les films. Et donc, on fait des jets tout le temps, parce qu'il y a un système d'échecs critiques avec le dé fantôme qui tombe sur le logo Ghostbusters. Et donc, vous allez vous choper 1 ou 2 échecs par scène. C'est fait c'est fait exprès. Mais à Ghostbusters, les échecs, c'est pas aussi dramatique qu'à Nobilis. À Ghostbusters, vous allez être ridicule. Si vous êtes en train de bosser, il y aura des frais, genre vous avez pété quelque chose chez le client. Ou au pire, vous allez avoir un malus temporaire jusqu'à la prochaine scène. C'est pas hyper dramatique non plus. Et donc, ça lance la conversation sur une autre partie. Où dans Nobilis, chaque fois qu'il va se passer un truc, on va imaginer des conséquences à long terme, impliquant d'autres personnes puissantes avec qui on va devoir transiger, tandis qu'à Ghostbusters, un échec, ça implique juste que la table va sûrement se moquer de vous pendant 30 secondes, et puis on va passer à autre chose. Ça rythme aussi le jeu, fatalement. Et donc, toutes ces petites procédures ne sont pas isolées. Si on parle de système de jeu, c'est pas un hasard, c'est parce que chacune de ces procédures va en enclencher d'autres, ou va orienter la conversation vers un endroit où d'autres règles vont se déclencher. Feng Shui, par exemple, quand vous faites des jeux hors baston, la plupart du temps, le but de ce jet, c'est juste de trouver la baston suivante. Le jeu, c'est très bien ce qu'il fait. Un jet de compétence, ça sert juste à s'approcher de la prochaine baston, ou à la déclencher. Si vous ratez, la prochaine baston va être à votre désavantage. Si vous réussissez, elle va être à votre avantage. Mais de toute façon, on est à Feng Shui. On sait que la conversation va mener vers une baston. C'est l'inverse à Donjon Boîte Rouge, comme je disais, où la conversation, elle est là clairement pour faire sentir « vous avez fait une connerie là, il ne fallait pas provoquer le monstre, barrez-vous ». Et donc oui, la façon dont on interagit, ça dépend de l'expérience. Paranoia, par exemple, l'expérience de jeu, c'est du PVP, on va se tirer dans les pattes et on va mourir 12 fois sur la séance. Mais alors du coup, créer un perso Paranoia, le premier perso, ça prend 10 minutes. Chaque perso suivant, ça prend 1 minute. Les règles, elles sont cohérentes par rapport à ça. Ils ne sont pas en train de vous dire, on va perdre un perso toutes les 10 minutes, et puis après de vous dire, et pour créer un perso, il faut 2 heures, une feuille Excel, dépenser 1000 points. Alors, l'autre passage, c'est comment mener ce jeu-ci. C'est tout le chapitre consacré au MJ, et ça c'est le gros du jeu, parce que c'est quand même une bonne moitié de la conversation. Et c'est pas juste une question d'ambiance ou quoi, c'est aussi bêtement une question de règles, parce que si on ne comprend pas l'expérience que le jeu est censé faire
à la table, toutes les règles qui vont demander l'avis du MJ pour fonctionner, ben on va un peu répondre au Vogelpick du coup. C'est bien beau de me dire que le MJ doit décider d'une difficulté sur un jet de dés quand on utilise une compétence, mais si je ne sais pas ce que ce jeu essaye d'accomplir comme expérience, comment voulez-vous que je fixe le niveau de difficulté et que ça marche? Est-ce que c'est un jeu à défi comme Shadowrun peut l'être ou comme Donjons et Dragons 4ème édition peuvent l'être? Est-ce que je vais devoir calibrer mes difficultés pour que les joueurs sentent qu'il y a du répondant mais que la tâche ne soit pas impossible? Ou est-ce que c'est un jeu qui se porte plus sur l'ambiance, sur de quoi est-ce que je suis capable moi en tant que personnage? Et donc les niveaux de difficulté vont plus être basés sur un sentiment émotionnel. Si vous sentez que la scène est lourde, alors vous allez essayer d'augmenter les difficultés. Ou est-ce que c'est un jeu PVP? Et donc ça veut dire que s'il y a des difficultés dans les jets que le MJ doit les choisir, il doit être le plus juste possible entre les joueurs impliqués pour éviter de faire du favoritisme. Ben ça dépend des jeux, quoi. Et un bon jeu normalement explique ça. Quand je dis un bon jeu, c'est subjectif, hein, encore une fois. Alors il explique ça comment? Parfois il fait un chapitre exprès pour. Alors on reconnaît très vite les chapitres qui servent à rien, parce que c'est toujours les 20 mêmes conseils depuis 30 ans. Et ils étaient déjà moisis en 89 dans Casus Belli, ils le sont toujours aussi maintenant, quoi. C'est des conseils qui sont parfois à mourir de rire, du genre interprétez bien vos PNJ. Oui, mais comment exactement? C'est un peu l'équivalent du prototype à Doom, tirer sur le boss jusqu'à ce qu'il meure. Ouais, c'est pas hyper utile, quoi. Mais à l'inverse, et c'est pas un truc nouveau, on imagine souvent que c'est la nouvelle génération de jeux de rôle comme ça qui se prend le chou sur comment on mène, etc. Mais Star Wars D6, première édition, en 8 pages, ce jeu vous explique ce qu'il essaye d'accomplir. C'est quoi votre travail de MJ? Et il le dit de façon pratico-pratique. Hein. Votre travail de MJ, ça va être proposer aux joueurs des trucs à faire, interpréter l'univers, décrire un monde beaucoup plus grand que tout, parce qu'on est dans l'espace et que c'est Star Wars, et bien faire comprendre aux joueurs que c'est les gentils contre les méchants. Et tout le jeu, les règles de perso, les règles de baston, même le voyage spatial, tout ça essaye d'accomplir ces 4 points tout le temps, et il le dit clairement. Et il explique comment. Il explique comment interpréter des PNJ haut en couleur, comment badiner, comment pas prendre toute la place, qu'est-ce qu'il faut faire quand les PJ meurent alors que c'est pas le but. Il explique. RuneQuest fait ça très bien aussi dans ses premières éditions. C'est assez bizarre de voir un jeu de 77, 78. Ouais, déjà parler en termes d'objectifs de MJ. Genre, c'est quoi votre travail? Qu'est-ce que vous essayez d'accomplir en tant que MJ? C'est pas nouveau, quoi. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire là-dessus? J'ai d'autres trucs à dire là-dessus. Cthulhu aussi fait ça très bien, mine de rien, quand il explique voilà, c'est quoi l'horreur Lovecraftienne, c'est pas du choc, même si on peut en mettre. Comment est-ce qu'on construit une intrigue Lovecraftienne? C'est basé sur les personnages qui essayent de faire des choses, c'est des intrigues en couche d'oignon, il fait ça très bien. Bon, d'édition en édition, ça devient de plus en plus velu. Je crois que la dernière édition, il y a 50 pages de conseils OMJ. Mais c'est. Voilà. Mais je suis sûr que c'est très bien. Alors il y a un truc bizarre par contre que j'ai remarqué, mais c'est peut-être parce que je suis pas gaulé comme tout le monde, c'est qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas qu'on leur explique comment mener une partie de jeu de rôle. Je sais pas si c'est le cas ici. Non, ça c'est cool. Voilà, donc, du coup. Mais ouais. Moi j'aime bien parce que, comme je disais, c'est la moitié de la conversation. Et mener autrement, ça va donner d'autres ambiances à la table. J'ai été longtemps infoutu de mener des scénarios d'horreur. C'était avec quelques petits jeux que ça a cliqué. Et que enfin maintenant j'arrive à coller un peu la pétouille à mes joueurs. Mais voilà, ça m'apprend des trucs. Feng Shui, ça m'a appris à rythmer ma partie. Mais Stéphane qui hoche la tête là, a joué avec moi à l'époque où on découvrait le jeu. Et entre le début et la fin de la campagne, il y a un monde de différence. Et maintenant, je fais des parties où on s'emmerde plus trop, quoi. Ça a appris aussi à ne pas préparer des scénarios et à réussir à tenir 4 heures. Voilà, ça m'a appris. Alors ça aussi, c'est pas mal. Et ça me permet d'enchaîner sur le point suivant, parce que les jeux expliquent aussi comment préparer la séance. Et ça aussi, on a tous nos petites habitudes, parce qu'on joue généralement, ou on mène généralement des jeux qu'on aime bien, avec lesquels on se sent à l'aise, donc ils se ressemblent tous un peu. Mais parfois qu'on essaie d'importer cette façon de préparer un autre jeu, ça coince. Et c'est normal. C'est normal parce que les informations qu'on va préparer avant la séance, c'est les trucs qu'on va dire et qu'on va provoquer pendant la séance, ça détermine pas mal le cours de la partie.
Et là aussi, quand c'est bien fait, c'est pareil, hein, c'est comme pour les conseils DMJ, sur la structure des scénarios, il y a aussi les 20 mêmes conseils moisis qu'on répète depuis 30 ans. Faites attention à ce que le final soit intense. Oui, je suis complètement d'accord, mais je ne sais pas toujours comment faire. À l'inverse, pour toujours reprendre un de mes jeux favoris, Star Wars première édition, Feng Shui fonctionne pareil, ils ont trouvé une structure de préparation qui fonctionne super bien au jeu d'action-aventure. C'est le train fantôme. Chaque scène sert à faire un petit truc, et chaque scène enchaîne vers la scène suivante. Et ça marche super bien à Star Wars ou à Feng Shui parce qu'on n'est pas là pour faire des intrigues compliquées. On est là parce qu'on a un perso cool, qui est capable de faire plein de trucs chouettes, et qu'on veut le mettre en valeur. Et donc il nous faut une excuse, il nous faut un chemin à parcourir. Et du coup, ces jeux-là, ils assument complètement leur statut de train fantôme et ça marche super bien. Essayer de coller un train fantôme à des gens qui jouent à l'appel de Cthulhu depuis 20 ans, ça va grincer des dents, quoi. Ils vont le sentir très vite, parce que c'est malin, PJ. Il leur manque que la parole. Et ils vont râler, quoi. Mais l'appel de Cthulhu, lui, il propose pas un train fantôme, il propose une chasse aux œufs de Pâques. Il propose en gros, voilà, MJ décidé d'une menace. Tel grand ancien, un culte des ghouls, un grimoire pourri. Imaginez une série d'indices qui permettent de dire qu'est-ce que c'est cette menace, où elle se trouve, comment elle fonctionne. Disséminez-la dans le territoire, lâchez vos PJ dedans. Et c'est un format qui fonctionne super bien pour de l'enquête horreur. Parce que au début, on va avoir des informations fragmentaires, donc on va se demander ce qui se passe. L'horreur va arriver parce qu'on ne va pas avoir le tableau en entier tout de suite, c'est les pièces du puzzle qui vont se rajouter. Et quel que soit l'ordre dans lequel les pièces s'ajoutent, on sera toujours un peu surpris. Même si dès le début, on sait que c'est Satoga qui est le grand vilain du scénario. On va quand même tirer une drôle de tête quand à la fin du scénar, on va tomber sur le dernier indice qui nous dit « Oui, et le mec qui l'a invoqué, c'est le type qui vous a engagé. » Voilà, par exemple. On va avoir une surprise. Alors, parfois, alors ça, c'est des trucs évidents parce que l'action-aventure ou l'enquête d'horreur, c'est des genres qui sont hyper balisés en jeu de rôle. Je veux dire, je suis sûr que ça doit faire 20% de la production de jeux de rôle, juste à ces deux genres-là. Mais il y a plein de jeux qui se cassent la nénette à essayer de trouver des façons de préparer qui collent à d'autres genres d'histoires. Genre, comment est-ce qu'on fait un truc comme The Wire ou comme Sons of Anarchy? Un jeu où, clairement, l'intérêt de l'histoire, l'intérêt de la conversation, donc, c'est que il y a plein de gens, ils ont tous plein de responsabilités, ils se connaissent tous, et dès qu'on va faire un truc, ça va poser problème à quelqu'un, ou ça va arranger quelqu'un d'autre, ou ça va directement faire comme des dominos qui dégringolent dès qu'on va faire un truc, simplement parce que c'est de la politique. C'est des gens qui se regardent de travers et qui ont besoin l'un de l'autre. Eh bien, il y a Smallville, chose étonnante, jeu adapté du soap opéra tiré des bandes dessinées Superman des années 2000, qui fait ça super bien. En fait, sa méthode, c'est, voilà, quand vous créez des PJ, chaque PJ va créer une tartinée de PNJ. Et le but du MJ, ça va être de faire en sorte qu'il y ait des PNJ communs entre les PJ, qu'il y en ait plein, qu'il y ait des relations qui existent, genre un tel c'est mon patron, un tel me doit de l'argent, un tel... Et après, le jeu explique au MJ comment jouer ses PNJ à fond la caisse, comme si c'était son PJ à lui. Bêtement. En suivant ses intérêts le plus fort possible et en demandant des choses à tous les PJ qu'il connaît. Et rien que ça va donner cette ambiance-là, cette ambiance où on n'est pas obligé de jouer en groupe, où on va passer d'une scène à l'autre, où on va même faire attention aux scènes des autres joueurs parce que ça implique un PNJ qui a pouvoir de vie et de mort sur moi, par exemple. Et donc on a cette ambiance à la The Wire ou à Son of Anarchy où on ne suit pas un groupe d'aventuriers sur un récit linéaire, mais on va avoir plein de petites scénettes, plein d'intrigues politiques et plein de tensions. Et en plus, on a des règles qui font grimper la tension à chaque fois qu'on rate un jet de dés, ou qui demandent des compromis, ou des trucs comme ça. Donc, ça crée une ambiance bien tendue. Et puis, il y a le truc habituel, il y a le donjon, quoi. On prend une carte, on met des trucs chouettes dessus, et on laisse les PJ interagir avec. C'est un format de scénario qui est le plus ancien. C'est un format de scénario qui est sympa parce qu'il n'est pas linéaire, et qui peut aussi s'utiliser dans plein d'autres situations, en fait. J'avais fait une campagne de 4-5 séances comme ça où c'était juste une ville contemporaine,
mais fantastique un peu à la vampire. Et donc voilà, vous alliez, il y avait une boutique, vous alliez discuter à la boutique. J'avais pour le PNJ plein de trucs qu'il pouvait faire. Il avait maille à partir avec un propriétaire foncier du coin. Donc s'il sentait que les PJ, j'avais noté que s'il sentait que les PJ étaient capables de s'occuper de son propriétaire, ben, il allait leur demander, ça allait lancer un scénario potentiel, etc. C'est un donjon en fait, c'est juste une carte avec des trucs intéressants à aller voir. Et fatalement, la préparation, ça aussi, ça cadre la conversation. Ça va déjà orienter le MJ à dire certaines choses plutôt que d'autres. Ça va lui donner une certaine idée de comment enchaîner les idées. Il y a des façons de le faire qui fonctionnent mieux selon les genres. Ça va aussi lui dire, mine de rien, ce qui est important dans le scénar, quoi. À Star Wars, c'est un train fantôme, on sait bien que l'intrigue n'est pas spécialement importante. Ce qui est important, c'est que les PJ débourrent. À l'inverse, quand on joue à l'appel de Cthulhu, on a intérêt à blinder la façon dont les éléments interagissent, parce que c'est pour ça que les joueurs viennent, c'est ça l'expérience, c'est découvrir une histoire tordue et arriver à la comprendre. Et enfin, c'est un peu derrière l'expérience, mais je l'ai mis à la fin parce que c'est un peu plus tordu à expliquer, je suis pas sûr d'y arriver, donc désolé si ça foire. C'est les jeux qui sont bien faits, généralement c'est parce qu'ils sont cohérents, c'est parce que comme je disais, les règles se répondent les unes aux autres, et s'ils sont cohérents, c'est parce que les auteurs savent pourquoi le jeu est fun. Alors c'est tordu comme ça, parce que c'est vraiment un truc, mais c'est... Voilà, quand on vient jouer à Shadowrun, on refuse pas la run du Johnson. Quand on vient jouer à Shadowrun, on sait pourquoi on est venu. On sait qu'on est venu parce que le MJ va nous proposer un défi, qui est, voilà, il y a 500 terabytes d'informations sur un traitement expérimental dans un sous-sol en Suisse. Vous êtes 4, allez me le chercher, ça va payer 500 000 yens. C'est le défi, c'est un jeu à défi. Et le MJ... C'est un peu expliqué dans le Black Book, le supplément pour le MJ. C'est ce qui transparaît en filigrane dans la structure des scénarios. Le jeu, ça va être une succession de défis. C'est est-ce que je vais me faire une idée de la situation telle qu'elle est en chopant des bonnes informations avec mes contacts, avec du repérage. Est-ce qu'on a le bon matos? Est-ce qu'on a bien vérifié? Est-ce qu'on sait bien faire un plan qui marche? On teste le plan. Quand est-ce que ça foire? Est-ce qu'on a de quoi se retrouver? Etc., etc. On cherche à faire un défi. Si on joue à Shadowrun pour dire j'ai envie d'incarner un personnage du 5e monde, parce que je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est le 5e monde à Shadowrun, et dans sa vie de tous les jours, c'est pas le jeu qui va être approprié. On va un peu s'emmerder. Et si on vient avec cette idée-là à une table qu'on connaît pas trop, il y a tous les autres joueurs qui vont jouer et notre perso qui va rester sur le côté. Parce que c'est pas pour ça que Shadowrun est fun. Et les règles de Shadowrun rendent le défi fun, pas autre chose. Dans les anciennes éditions, il y a toute la gestion des réserves qui te demandent de rythmer tes ressources. Tu vas parfois claquer du matos, sacrifier du matos. C'est un peu à la donjon comme ça, mais c'est pas dégueulasse. Donjon Boîte Rouge fonctionne pareil, hein. On va dans le donjon. À partir de la 3e, 4e édition, ça commence déjà en 2e, ça commence à devenir autre chose. Donjon, c'est plus de l'exploration maintenant. C'est pour ça que c'est fun, Donjon. Donjon, c'est parce qu'on se fait une bande de va-nu-pieds et qu'on va aller courir la pampa. Et tomber sur des gens aberrants ou des situations rocambolesques, ou parfois tomber sur un gros méchant qui ne revient pas et on va lui faire la peau, quoi. Et le jeu est prévu comme ça. L'unité de jeu de donjon, dans l'expérience, c'est la carte à explorer qu'on déballe, tous les suppléments background, au milieu ils ont 3 ou 4 cartes collées. Voilà, le but c'est l'exploration. Vampire, à l'inverse, c'est pas du défi, c'est pas de l'exploration. Ce que Vampire vous propose, c'est de vous prendre pour un vampire. Le but du jeu, c'est de jouer son perso à fond. Et là aussi, tout le jeu est plus ou moins gueulé pour. Quand on crée son perso, on ne crée pas seulement ses stats. On crée aussi son petit péché vicieux, ses faiblesses, son entourage avec les historiques, comme j'expliquais. J'ai envie d'avoir une super belle bibliothèque avec des bouquins qui tapent, quoi. Je vais mettre 3 points en bibliothèque. Et le jeu est là pour faire en sorte que les PJ puissent se révéler, montrer qui ils sont, montrer comme mon vampire toréador il est cool, ou comme mon Tréméré il est retors, ou comme mon Malcave il est tordu. Même le scénario de base de la première édition de Vampire, c'est ça. On vous donne une vague excuse de il y a un prince qui vous envoie faire quelque chose, mais si vous lisez le scénar il vous explique en long et en large que le prince c'est un clampin, et que si vous lui dites non, il ne pourra pas faire grand chose en fait. Et limite, il y a un PNJ qui est là pour vous dire, à un moment, si vous vous emmerdez et que vous commencez à vous balader en ville, le prince c'est un clampin, mais toi t'es pas un clampin.
Il y a peut-être un truc à faire, non? Donc c'est vraiment juste pour mettre votre perso en valeur, quoi. Le jeu, il sait pourquoi c'est fun. Il cherche pas à vous mettre du défi, il cherche pas à vous faire des intrigues compliquées. Les intrigues, elles vont pousser parce que vous allez jouer votre perso. Ouais. Ça dépasse le cadre de celui qui a fait le bouquin. En fait, ça, c'est une séance de jeu de rôle et fun si les participants acceptent le contrat social proposé par le jeu. Tout à fait. Ils le connaissent et ils l'acceptent et ils jouent le jeu, quoi. Tout S'ils à fait. veulent pas jouer le jeu, s'ils veulent faire autre chose, effectivement, il y en a qui vont pas se retrouver dedans. Voilà, mais c'est pas le jeu qui dit ça va être fun ou ça va pas être fun. Il propose quelque chose et on choisit ce qu'on veut et on s'amuse avec ou pas. C'est génial parce que ça me fait un enchaînement avec la conclusion, c'est génial. Donc oui, en fait, Bien sur la prochaine vidéo. tout ça, toute l'expérience qu'un jeu offre, bah, il dit clairement, voilà ce que je propose de jouer, voilà le cadre dans lequel je propose de jouer, voilà ce que je pense qui est fun quand on joue ça, et voilà comment je pense qu'on devrait structurer la conversation pour qu'elle envoie du bois. Mais ça, c'est le travail du designer, de fournir ça et de le faire du mieux qu'il peut, de la façon la plus accessible, la plus claire et la plus fun qu'il peut. Mais alors derrière, il y a le travail des joueurs, des consommateurs, on va le dire comme ça, qui va être de trouver les jeux qui nous conviennent. Parce qu'un auteur de jeu de rôle peut faire beaucoup, mais pas savoir ce qui vous plaît. Par contre, il va essayer de vous dire ce qui peut plaire dans son jeu un maximum. En fait, c'est tout ça que j'essaie d'expliquer avec cette idée d'expérience. C'est comme un parc d'attractions, quoi, en gros, ce qu'il propose. Plutôt qu'on peut se balader en forêt et fabriquer ses jouets soi-même au fur et à mesure, il n'y a aucun souci et c'est super fun. Mais moi, je propose un parc d'attractions déjà fait. Et c'est le sens de ce que je racontais sur le jeu en freeform, en pur roleplay, sur le fait qu'on peut en effet raconter des histoires super intéressantes et parfois super tendues, juste en discutant entre nous, voire même en inventant nos propres règles hyper complexes, voire même en faisant notre propre patchwork de règles. Mais ça demande en amont un gros travail de mise en accord avec tous les joueurs pour que ça roule bien. Il faut qu'on soit clair sur ce qu'on veut, il faut qu'on soit clair sur quel genre de background on aimerait bien jouer, sur quel genre de perso on aimerait bien jouer, sur quel genre d'intrigue on aimerait bien jouer. Même si, quand je dis genre d'intrigue, c'est vrai que j'ai l'air de dire tous les scénarios de l'appel de Cthulhu ou tous les scénarios de Star Wars vont se ressembler. Oui, à un certain niveau, mais c'est pas vraiment vrai, quoi. Ils ont une structure, ils ont un squelette en commun, mais toute la chair autour d'un scénario à l'autre peut changer énormément. Donc voilà, faire un jeu à sa sauce, ou bidouiller en live, ou écrire son propre background, etc., ça demande de discuter énormément avec les autres joueurs, avec la table, histoire que tout soit en accord. L'avantage d'un jeu, en le prenant tel quel, c'est qu'en fait, il y a déjà tout le travail préalable. Et en gros, c'est un voyage Thomas Cook. Là où jouer à la fraîche en semi-impro ou en bidouillant notre jeu ou en changeant les règles ou quoi, c'est partir en prenant un billet de train et puis en allant se balader, quoi. Et alors l'avantage, alors Thomas Cook, oui, en effet, c'est hyper cadré, mais moi qui n'ai jamais foutu les pieds à l'île de Pâques, par exemple, et qui aimerait bien y aller, qui n'a aucune idée de comment y aller, et quand j'essaye de voir les trajets d'avion, je dois prendre 3 correspondances vers le Brésil, Thomas Cook me propose une expédition d'une semaine à l'île de Pâques, toute prête. Et alors ouais, ça dépend de la table, fatalement ça dépend de la table, mais je crois que les mecs qui inventent les jeux de rôle vous font confiance, ils savent que vous savez ce que vous aimez. Et ils prétendent pas non plus plaire à tout le monde. Ils veulent juste que... Là, 9 fois sur 10, c'est... les jeux que j'aime bien, c'est 9 fois sur 10, on sent que le mec a essayé de faire un truc avec un jeu déjà existant, n'y est pas arrivé, s'est cassé la nénette pour trouver des méthodes qui marchent, et puis a tout compilé pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Finalement, c'est un acte extrêmement généreux, extrêmement casse-gueule d'écrire un jeu de rôle, parce que, j'en reviens toujours à ça, c'est des mécaniques abstraites, c'est des mécaniques sociales. Pensez à ça, c'est un jeu purement social. Le jeu de rôle, c'est un jeu où on ne fait que discuter poliment entre nous. C'est un jeu 100% social, marketer des gens qui ne le sont pas spécialement, je sais pas vous, mais moi en tout cas, quand j'étais gamin, j'étais pas spécialement très porté sur les gens. C'est assez aberrant comme ça, mais il va falloir expliquer comment ça fonctionne, il va falloir expliquer les petites mécaniques. Mais si le type, justement, je me disais, c'est un travail très compliqué, si le mec essaye d'expliquer ça, c'est qu'il a une idée derrière la tête 9 fois sur 10. Ouais, il y a toujours bien le type qui sort le bouquin parce qu'il a envie de sortir un bouquin une fois dans sa vie, ou bien des histoires d'ego, ou des histoires de drogue, quoi. Mais c'est rarissime, ça, c'est peut-être 5-10% de la production grand max. Le reste du temps, c'est des passionnés, c'est des mecs qui prennent sur leur temps de vie pour écrire des jeux, et ils essaient de faire ce qu'ils peuvent.
Mais voilà, découvrir des jeux en entier comme ça, c'est pas mal pour ça, parce que si on arrive à trouver le jeu qui nous convient, et bon, il y en a quand même des tartinés, des jeux. Je crois qu'il y a plus de jeux de rôle qu'il y a de rôlistes, quoi. Ouais, non, sérieux. Je regardais sur le GROG la production annuelle de jeux de rôle, c'est hallucinant, c'est des piles et des piles. Alors, je dis ça, surtout que ça continue, j'adore ça, c'est génial. Mais ça interpelle quand même de se dire, allez, quoi, il y a un jeu de rôle aujourd'hui en français, ça se vend à 500 exemplaires. 2000 quand c'est un best-seller. C'est ça, quand ça s'appelle l'Appel de Cthulhu, INS, t'en vends 2000, mais... Et pourtant, il y en a qui sortent, et qui sortent, et qui sortent, et qui sortent. Et on les achète, hein, c'est pas ça. Vous comme moi, je suis sûr que vous avez des étagères pleines de jeux. Auquel on ne joue pas forcément. Et ben justement, voilà, ça va être peut-être l'occasion de repasser dedans, de se dire, ouais, mais en fait, qu'est-ce qu'il essayait de faire exactement avec ce jeu-là? Si ça se trouve, il y a une expérience qui va nous tenter. On lit, on en fait des expériences. Ouais, ben ouais. Et un point de vue sur nous. Ben ouais. C'est ça, c'est une approche du loisir, c'est un point de vue, c'est une façon d'essayer de présenter une expérience, quoi. C'est un voyage, voilà, c'est ça, c'est un voyage organisé vers un pays qui n'existe pas. Ouais, on n'a pas toujours raison de faire confiance aux gens qui nous le proposent, mais d'expérience, en fait, plus souvent qu'on ne le pense, l'expérience, elle fonctionne et on est parfois surpris. J'en reviens toujours à Donjon Boîte Rouge, c'est un des premiers jeux de rôle que j'ai joué, j'ai peut-être joué 2 fois à l'époque, j'étais pas hyper fan. Puis il y a eu une grosse discussion avec un créateur de jeux de rôle qui l'adore. Et on l'a testé tel quel, quoi. Vraiment, on a sorti la première carte du jeu, on a tiré des persos premier niveau, et en fait, c'était un putain de survival horror. C'était pas du tout donjon comme il imaginait. C'était Resident Evil, en fait. Où dès que je disais aux joueurs, ok, vous avancez de 10 mètres, il y a un bruit au sud. Tout le monde se faisait... C'est vraiment... Il y avait le mage qui n'arrêtait pas de répéter, j'ai 2 points de vie. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Et ils en sont sortis, quoi. Plus de ça. Voilà. Le mage en est sorti vivant, ils ont perdu le voleur, les 2 guerriers en sont sortis vivants. Et ça a été vraiment une super bonne expérience, on s'en doutait pas. Alors qu'à la lecture, je me disais, oh non, il n'y a jamais assez de points de vie, la baston c'est chiant, les procédurales sont lourdes. Ouais, c'est pas faux, mais voilà, les procédures. Utiliser des règles, ce sera toujours plus lourd que le faire en pur roleplay. Toujours. Mais quand la règle, elle vaut la peine, l'effort qu'on met dedans donne une conversation mieux rythmée, plus surprenante, plus cohérente, plus sympa. C'est pas toujours le cas, je le répéterai 43 fois, hein, mais quand on tombe sur le bon jeu, c'est vraiment un miracle, quoi. Et puis on découvre des trucs, on apprend de nouvelles façons de jouer. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose à rajouter sur le sujet. Merci d'avoir été là pour la messe du dimanche. Je le coupe où? Le son à 0. Ok. Est-ce qu'il répond aux questions? Oui, ah oui, non, question. Oui. Ouais, si vous avez des questions, allez-y. Garde le micro. Ouais, garde le micro. Oui, bah oui, du coup. On est 10. Ouais, mais c'est pour... C'est pour le karaoké partagé. Ouais, non, c'est pour le serment après, parce qu'on est dimanche dans une église catholique, et donc, quand il vit les marchands du temple, C'est une école. C'est une école. Jésus dit initiative. L'église est désacralisée à côté. Elle désacralisée? C'est à l'entrepôt de. Eux, ils ont fait du jeu de rôle dedans. Ah bah voilà, non, c'est fini. Ouais, non, il faut la brûler maintenant. Moi j'ai une question. Ouais. Parce qu'il y a quand même des jeux, les fameux jeux génériques. Ouais. Ah, je savais. Et du coup, je trouve ça dans lequel je ne mets pas forcément fait, Oui. bizarrement. C'est pas tout à fait un jeu générique. Aucun jeu générique n'est générique. Et il y en a qui se prétendent le faire. Ouais. En fait. C'est ça. C'est les jeux qui se prétendent génériques. On va Alors, dire ça comme ça. Il y en a quand même pas mal en plus, parce qu'en plus, dans les années 90, il y a eu toute cette mode où chaque fois qu'on sortait un jeu qui marchait, il fallait en sortir une version générique. Donc on s'est retrouvé avec 40 000. Alors je sais pas très bien, moi ça n'a jamais été vraiment mon kiff, les jeux génériques, à part Fate. Et je dis pas ça pour faire plaisir, vraiment c'est le... Oui, non, ok, là ça marche. Mais comme il disait, Fate n'est pas vraiment un jeu générique. Fate, c'est un jeu d'action-aventure qui permet de mettre les PJ en valeur. C'est tout ce que j'expliquais sur Star Wars. Fate, il fait que ça, et il le fait... Voilà, c'est au point où ce que vous pensez que votre perso est intéressant va influencer le monde entier. C'est un aspect qui pourra peut-être ressortir hors de votre personnage, quoi. On marque vraiment. Je sais pas, il y a plein... Il y a eu des approches intéressantes dans le jeu générique à ce niveau-là, genre GURPS. GURPS, c'est... Alors, GURPS.
Parce que GURPS était vraiment modulable à la base. GURPS, il s'est dit, voilà, on peut représenter les gens comme ça. Et l'idée de GURPS, c'était de rejouer des scénarios plus ou moins historiques, entre guillemets, ou en tout cas... En fait, GURPS, il a été conçu bêtement pour pouvoir dire qui c'est le plus fort, Sherlock Holmes ou Batman. Si on va voir sur les forums de l'époque, les mecs ils y jouent comme ça quoi. Maintenant on a des règles pour pouvoir déterminer qui c'est le plus fort. On va créer Sherlock Holmes, on va créer Batman et puis on va les jouer avec les compétences qui s'enchaînent de façon logique et tout. C'était hallucinant. Mais c'est un jeu qui est extrêmement modulable parce que si tu regardes ta baston à GURPS, ça peut être 3 jets de dés, comme ça peut sortir des hexagones. Et commencer à avancer, tu peux élaguer dans la liste de compétences, tu peux jouer sans compétences, je te le dis dès le bouquin de base. Maintenant, je ne sais pas très bien, les jeux génériques, je ne suis jamais vraiment convaincu, parce que j'ai toujours l'impression que l'expérience qu'ils offrent est plus ou moins similaire de partie en partie, et que c'est le décorum qui change. Et ce n'est pas nécessairement un mal, parce qu'il y a quand même pas mal d'histoires qui sont gaulées dans des genres très proches et très génériques. Je veux dire, ça ne me choque pas qu'on puisse jouer tous les films de l'univers Marvel avec un seul jeu de rôle, par exemple. Même si tu as des films de science-fiction, des films plus mystiques, des films plus personnels, des trucs plus à grande échelle, ça reste quand même le même genre de structure, avec toujours le voyage du héros habituel, et plein de gens variés. Il faut situer dans le contexte que Ouais. c'est un vieux jeu. Ouais. À l'époque, l'avantage d'avoir un système générique, ce qui n'est pas forcément le cas maintenant, mais Ouais. tu avais un système à apprendre Ouais. à tes joueurs et tu pouvais jouer du futuriste, du préhistorique, Mhm. du médiéval fantastique, du contemporain. Ouais. Tu avais un large choix Ouais. qui font aussi avec Savage World maintenant. Ouais, tout à fait. Mais c'est marrant de voir aussi, quand on compare les deux, par exemple, GURPS, il te propose d'explorer un territoire imaginaire. C'est ce qu'on appelle du simulationnisme. Donc en gros, il te dit, voilà, on va construire un monde, on va créer un perso, et puis vous allez vous balader dedans. Il ne cherche pas à mettre du défi, il cherche pas... Non, le but c'est de se gauler le perso exactement comme on veut, et puis d'aller l'essayer, d'aller lui faire un essai de route dans un univers imaginaire. Savage World, par contre, lui, ce qu'il veut, c'est des scènes d'action ou des scènes de tension. Il te le montre clairement parce que toutes les règles se déclenchent sur ce mode-là, quoi. Même un jet d'enquête, c'est un truc qui amène une menace qui va tomber, ce genre de truc. Fate, il est là pour mettre le perso en valeur. Je crois que c'est plus une question de décor, tout comme voilà, Star Wars, c'est de la fantasy, même si ça se passe dans l'espace. Ben, je pense que GURPS, ça sera GURPS, même si ça se passe chez les cowboys. Et si on n'aime pas GURPS, on pourra essayer n'importe quel supplément GURPS, on retrouvera quand même ce qu'on n'aime pas dans GURPS. Mais Ça repose un système, le reste c'est plastique, et c'est une manière, une approche de jouer au jeu de rôle que Ouais. le core système propose pas. Quoi. tout à fait, ouais. Voilà, c'est tout. Mais c'est... Il faut travailler derrière. Voilà. De compétences qu'on ne retrouve pas dans tous les jeux, ben, en fonction de l'univers dans lequel on veut jouer avec le core système, il va falloir virer des trucs, en remettre, changer des noms. Ouais, tout à fait. C'est beaucoup de travail. Bah voilà, en fait, moi je dirais, maintenant, pour répondre à ça, je te répondrais, ouais, en effet, t'as raison, c'est plus un kit de développement, en fait, qu'un jeu, qu'une expérience complète, voilà. Il va falloir... Texte, des systèmes, bientôt Genesis Ouais. chez Fantasy Flight Games. Tout à fait, ouais. Voilà. Oui, c'est ça, c'est un kit de développement, en fait, pour faire son propre jeu. Et donc, on va devoir rajouter tout ce que j'expliquais par rapport à l'expérience, donc se poser la question de... est-ce que les conséquences des jets correspondent bien à ce que je veux? Est-ce qu'il y a vraiment ce que je veux que les persos puissent faire? Faire le lien entre le système et l'univers, en fait. Ouais. Les jeux génériques. Oui, voilà. C'est ce qui est gai quand tu achètes un jeu de rôle, enfin moi c'est ce que je trouve, Mm. c'est de lire le système de règles. Alors après il peut être mauvais ou pas, Mm. pas bien foutu parce qu'il y a des erreurs, mais je trouve, bah, comme tu disais, bah, l'auteur dit ah bah tiens j'ai ça comme idée, il dit, parfois on dit mais pourquoi il a fait ça, je dis bah, à mon avis il a pensé à telle chose, après ça se marche peut-être pas bien, Voilà. mais lui il a trouvé ça cool au moment de la création, et après ça se marche peut-être pas, mais donc moi je trouve ça gai de pouvoir lire après le scénario qui va avec. Après, il marche moins bien, c'est possible, mais souvent il va avec. Mais peut-être Le kit est livré avec. Peut-être que du coup, enfin moi ce qui me manque quand je dis ce genre de jeu, c'est que j'ai un système de résolution, mais j'ai pas de système de jeu. Oui, voilà, il manque le pourquoi on est là et vers où on va, généralement. Ça, c'est à la table à le développer, clairement, quoi. Tiens, je vais rebondir. C'est ça qui est dommage quelque part, c'est que donc, chaque jeu proposant une expérience ludique et narrative différente, en fait, la plupart des jeux de rôle, là où il manque le coche, c'est que justement, ils ne définissent pas quel est, quelque part, le contrat social qui doit être à la table. Parce que comme tu le disais tantôt, c'est vrai qu'il y a le contrat social de on va jouer quel genre de personnage, et le maître de jeu va proposer quel genre d'aventure.
Et là, c'est que la plupart des jeux de rôle, ils disent juste comment on résout ça, mais sans parler vraiment quelque part de la base. Moi, personnellement, je n'ai jamais lu aucun jeu de rôle qui m'ait dit clairement le contrat social, c'est les joueurs vont jouer ça, le maître de jeu va leur proposer telle expérience et cette expérience, on va la résoudre comme ça. Ouais. Alors, je vais faire mon poil de cutter parce que j'aime bien. En fait, contrat social, c'est un terme qui vient de la sociologie. Et c'est, dans un groupe social donné, l'ensemble des présupposés que ce groupe tient pour vrai à propos de lui-même. C'est hyper large, en fait. C'est pas du tout un truc explicite. À une époque, en fait, ce qu'on appelle contrat social... Maintenant, le mot a évolué. Maintenant, on appelle contrat social ce qu'on appelait à une époque le contrat de table. Donc, en gros, pourquoi est-ce qu'on est là? Comment est-ce qu'on joue? Comment on joue chez qui apporte la bouffe? Est-ce qu'on peut faire des gros mots? Jusqu'à quelle heure on joue? Et aussi des petits détails du genre, je sais bien que Gérard adore les ninjas. Donc s'il y a des ninjas dans mon scénario, il va être dessus, mais de A jusqu'à... Ça fait partie du contrat social aussi. Mais oui, non, complètement. Un jeu complet et cohérent, il n'y a pas besoin de faire un arrangement de table hyper compliqué, hyper précis avec, parce qu'il essaye de le dire. Alors... Et pourtant, il le dit. Alors, il le dit parfois mal. Oui, c'est ça. Ça dépend du contexte, ça dépend comment tu le comprends, ça dépend des jeux. Il y a des jeux qui le font extrêmement mal. Quatrième édition de Shadowrun explique super mal pourquoi on est là. Il faut attendre le supplément MJ, où là, il le fait très bien. C'est ça qui est toujours frustrant avec les nouvelles éditions de Shadowrun, c'est qu'il faut attendre le supplément pour que ce soit bien. Comme ça, t'achètes un bouquin en plus. Ben oui, mais au bout d'un temps, Shadowrun... Mascook, ça coûte plus cher peut-être par 40 ans. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ben, pas nécessairement, normalement, quoi. Quand c'est bien fait. Mais je sais plus où on en était, en fait. Oui, c'est ça. Alors, oui, non, je voulais rebondir sur le background, parce que moi, il y a un truc que j'aime bien, maintenant, c'est... à background, ça peut se présenter de façon statique, ça peut être une liste de trucs qu'on doit tenir pour vrai quand on joue à ce jeu. Le roi s'appelle un tel, on joue dans tel royaume... donc ça, c'est le background statique. Mais aussi les backgrounds dynamiques, c'est-à-dire la façon dont l'univers de jeu fonctionne tel que retranscrit dans les règles. Je parlais de Poisoned tout à l'heure, qui est un jeu de rôle de méchants, où on joue des méchants pirates, mais vraiment méchants, sales, etc. Et alors, un truc que j'adore dans les règles, dans le background de Poisoned, alors qu'il ne le dit pas, c'est que c'est un jeu catholique, pas chrétien. C'est un jeu furieusement chrétien. On a un score d'âme, on a un score de diable. Dieu et le diable existent dans le jeu. Il y a des mécaniques de pacte dans le jeu, où on peut faire un pacte avec un autre joueur, et si on ne tient pas sa promesse, on a un malus. Ces pactes, on peut les faire avec Dieu ou le diable. Si on a 0 en âme quand on meurt, on va en enfer. Il y a des règles pour gérer le fait d'aller en enfer. On peut s'évader de l'enfer et revenir en fantôme et hanter le bateau, si on veut. Mais c'est un jeu catholique. Et il n'a pas besoin de le dire, c'est dans les règles. Cet aspect-là du background est mis dans sa mécanique. Et ça, en fait, dans les jeux génériques, c'est ça qui me manque. C'est tout cet aspect de, oui, en effet, on voit comment on résout la situation. Oui, en effet, on voit dans quel univers on joue. Mais selon l'univers, c'est comme dans les films, en fait. Il y a plein de films où c'est pas nécessairement le plus costaud qui va gagner à la bagarre. C'est peut-être celui qui a le plus de raisons de se venger. Ou c'est peut-être celui, justement, sur lequel la caméra s'est pas du tout intéressée parce que c'est un film d'horreur et il faut la surprise du méchant qui tombe et le gamin qui se trouve derrière avec le club de golf ensanglanté en tremblotant, par exemple. Ce que Poison fait très bien, d'ailleurs. Le coup du gamin qui tue le méchant, Poison, il est fait pour, quoi. On peut jouer le gamin, s'en prendre plein la gueule, récolter plein de X et puis démastiquer n'importe qui. Donc voilà, je vais rebondir là-dessus par rapport au background. En fait, c'est ça, c'est tout ce que le jeu t'amène à faire dans ce type de fiction-là, mais qu'il ne dit pas qu'il t'amène à faire. Voilà, c'est ça. C'est voilà, un autre exemple toujours à Poison. Comme je le disais, on a un score d'âme qui sert de malus quand on ne tient pas parole. Donc ça veut dire que si on a 0 en âme, je peux mentir comme un arracheur de dents et promettre tout ce que je veux. Ben, c'est pas dit dans les règles, mais quand tu t'en rends compte à la table, c'est génial. Il y a des joueurs qui jubilent comme ça. Oh, mais c'est horrible! Oui, c'est horrible, t'as 0 en âme. C'est ça. Mais oui. J'ai une autre question. Ouais. J'ai toujours eu un souci pour certains jeux. Quand tu prends un jeu comme Five Rings par exemple, ouais, où tu as un background super touffu, tu as une chronologie, c'est extrêmement complexe. Et bon, généralement, ce que je fais quand j'essaie de présenter le jeu à des joueurs qui ne le connaissent pas, c'est je donne des types d'informations, des feuilles, des trucs à lire. C'est lourd. Ouais. Alors,
tu présentes le monde un petit peu, mais un univers comme Five Rings, si tu ne connais pas déjà les us et coutumes, si tu ne connais pas comment tu peux réussir à gérer ça justement. Ça, c'est une question de conception. Ça. Et parce que tous les joueurs n'ont pas mais ça, 2 jours à passer à lire tous les documents que tu peux leur filer sur comment on vit là-bas et qui n'est pas du tout pareil à comment on vit ici. Moi, j'ai eu ça à Ambre. On a joué une table d'Ambre où il y a un joueur qui ne connaissait pas du tout les bouquins, mais qui avait entendu dire que le jeu était super chouette et il voulait absolument jouer. Il a nagé pendant 4 sessions et puis finalement il a laissé tomber. Pour ça en fait, parce que comme je disais, le background c'est les informations que tout le monde à la table doit tenir pour vrai avant même de commencer la partie. Parfois la liste est plus longue. Et parfois, dans des jeux comme RuneQuest, quelles que soient les versions, ou comme Five Rings. RuneQuest, tu peux encore te permettre parce que tu as un côté element fan générique qui peut ressortir. Et surtout, RuneQuest le dit limite clairement, dans les dernières éditions, genre HeroQuest, il le dit clairement, voilà, c'est un monde mythique, les gens. Il n'existe nulle part vraiment. Donc votre Gloranta sera différent du Gloranta de votre voisin. Faites pas un caca nerveux, c'est normal, assumez, foncez tout droit. Quoi. Five Rings, non. Le but de Five Rings, quand on dit pourquoi, quand je disais pourquoi un jeu est fun, ce qui est fun à Five Rings, c'est d'aller vivre la vie quotidienne à Rokugan, quoi. C'est de se prendre pour un samouraï Rokugani. Mais je sais pas en fait. C'est une question que je me pose énormément parce que j'aimerais bien refaire un jeu vraiment basé, gros background qui tâche, mais c'est un background original, je sais pas du tout comment le présenter. Il y a un jeu qui avait tenté un truc original, c'était Weapon of the Gods. Oui, mais ça aussi c'est... Ça reste, c'est encore à épurer, mais j'aime bien le principe de... Donc Weapon of the Gods, c'est un jeu où on joue des héros de kung-fu, de cinéma de Hong Kong. Quoi. C'est du gros wuxia qui tâche. Donc on joue des membres d'écoles d'arts martiaux ou des moines itinérants et on se balade dans la Chine d'avant l'unification et on casse des têtes. Voilà, c'est ça quoi. Je reconnais la position du crabe. C'est tout un jeu. D'ailleurs tout un jeu avec les écoles de kung-fu. Certaines sont faibles par rapport à d'autres, mais il faut les reconnaître. Et dans ce jeu, le background est aussi extrêmement touffu parce que c'est la Chine pré-impériale, donc c'est un truc complètement alien par rapport à nous. Et la façon dont ils l'ont fait, c'est qu'ils ont dit en gros, voilà 5 pages de background de ce que c'est, de qui vous jouez et de comment ça se passe. Et tout le reste de background, c'est des fiches que vous achetez avec vos points. Par exemple, je veux jouer une guerrière et je sais qu'être une femme, c'est difficile. Ok, t'es sûr qu'être une femme, c'est difficile? Oui, alors voilà une fiche sur être une femme, c'est difficile. Je déconne pas, la fiche, elle existe. Hein. Oui. Qui explique comment, dans la culture du Wulin, être une femme, c'est difficile. Et qui, à la fin, donne des pecs que vous allez gagner une fois que vous allez réussir certaines choses. Si vous vous dites, j'ai envie de jouer un guerrier femme et tout le monde s'en branle, ben vous achetez pas la fiche. Et vous n'aurez pas à faire toutes ces quêtes et vous n'aurez pas toutes ces péripéties. En fait, le background est présenté à moitié comme des infos que le PJ peut prendre s'il a envie de voir ça dans la campagne. Et l'autre moitié de la fiche, c'est des trucs que le MJ va mettre dans les pattes de ce PJ concernant ce point précis de background. Et alors du coup, fatalement, quand c'est bien fait, à la table, tout le monde a assemblé une sorte de sous-background qui servira qu'à cette table-là. Quoi. 200 pages de bouquin, c'est des fiches comme ça. Voilà, et au final, tu en auras peut-être 12 à la table. L'ennui, c'est que j'ai déjà joué à Weapon of the Gods, on a tenté un truc et puis j'ai mené une autre partie derrière, et les joueurs ne lisent quand même pas les fiches qu'ils achètent. C'est ça, c'est le problème. Donc au final, voilà, soit le background, les gens l'aiment. Je pense, moi, là où j'en suis, et je suis sûr qu'il y a des solutions intelligentes à ça, et je ne les vois pas, mais là où j'en suis, je me dis, si je veux jouer dans un background touffu, c'est avec des gens qui connaissent déjà le background, et qui ont envie de se rouler dedans, quoi, de célébrer le matériel, de faire de la fanfiction à plusieurs, parce que c'est ça finalement ce qu'on va faire. C'est on va faire de la fanfiction à plusieurs dans un univers qu'on connaît bien. À un moment donné, tout le monde n'a pas connu ça. Voilà. Tout le monde est arrivé au point mais oui. Et a dû s'intéresser à l'univers. C'est l'étincelle justement, c'est trouver le truc qui... Parfois tu as du mal chez un joueur, deux joueurs autour de ta table à faire okay, intéresse-toi à l'univers, vas-y, va chercher l'information ou lis les feuilles que je t'ai filées, 6 heures à préparer. Ouais, c'est... En fait, c'est comme en marketing, il faut partir du principe que le PJ, c'est comme le client, il est con et paresseux. Même s'il ne l'est pas réellement. Hein, ouais, c'est un parti pris, quoi.
Mais le problème, c'est que même s'il lit pas le bouquin, à un moment donné, ça peut, un monde touffu, s'il s'y intéresse trop, peut enlever tout ce qui pourrait être pulp ou quoi dans un univers juste parce qu'il n'arrête pas de poser des questions. Oui, mais alors ceci, cela, et finalement, il aurait dû lire, quoi. Ouais, et on se retrouve encore à cette histoire de contrat de table. Il vaut mieux qu'on soit assez d'accord de pourquoi on vient faire ce qu'on fait, quoi. Mais oui, non, franchement, sur ce coup-là, c'est... Avec François, il y a quelques années, on s'était dit on jouerait bien à Marvel. Mais l'ennui, c'est que François et moi, Marvel, on adore ça, on connaît vraiment les petites anecdotes à la con, on a envie de voir les méchants complètement débiles. Enfin, on a envie d'aller prendre le thé avec l'homme taupe, quoi. Enfin, et on n'a pas grand monde dans notre entourage qui est dans ce délire-là. Et du coup, on ronge notre frein, et du coup, on n'a toujours pas essayé le dernier Marvel. Est-ce qu'il n'y a pas une piste avec toutes ces blagues de jeux qui travaillent avec des questions orientées, quoi? Ouais, si, il y a Parce que ça. moi, j'ai l'impression que c'est vraiment, quand je mène comme ça me permet d'amener des éléments que je veux indispensables dans ma partie, mais de faire en sorte que le joueur s'approprie ça. Alors, ce ne sera pas tout à fait peut-être comme moi je veux, mais au moins, par contre, il va jouer vers ce que je veux. Alors, ouais, ça, c'est un truc qui... Mais pareil, ça peut marcher s'il n'y a pas de gros fans à la table. Parce que si tu viens jouer à Five Rings avec explicitement l'envie que ton fun, c'est de visiter Rokugan. Alors, on sait bien que Rokugan, alors c'est ce que j'appelle le Tao du background. Le background que tu lis dans le bouquin de jeu de rôle n'est pas le background dans lequel tu vas jouer. Jamais. Déjà parce que le background, c'est un bête texte sur du papier, et moi, je suis une personne qui va le lire, donc je vais déjà l'interpréter. Qu'on va être plusieurs à l'avoir lu avec chacun notre interprétation légèrement différente. Qu'en plus, les interactions vont changer, qu'on va oublier des trucs, réécrire des trucs dans notre tête sans s'en rendre compte. Genre, c'est un tel qui est empereur de Rokugan à telle période, mais en fait absolument pas. Mais de toute façon, on aura toujours une zone en commun, plus ou moins solide, et c'est dans celle-là qu'on va finir par jouer, celle où on se sent à l'aise, parce qu'on ne vient pas non plus se faire chier. Mais ouais, je pense que soit on assume complètement que le background est malléable, et alors on essaye de s'arranger ensemble une version du background qui convienne autant aux gros fans qu'aux mecs qui viennent de débouler, soit moi je pars quand même sur le principe il y a suffisamment de gros fans de Rokugan pour monter une table de Five Rings. Mais... Moi, ce que j'ai fait, c'est que pour les liens entre les joueurs, j'ai pris le concept d'Apocalypse World avec... Oui. Tu as assisté au seppuku du père de machin, et donc tu crées les liens entre les joueurs, mais c'est plutôt amener le carcan en fait dans lequel les joueurs... Ça ne les encourage pas déjà à poser des questions sur ce qui s'est passé, genre tiens, c'est seppuku. C'est quoi seppuku? Pourquoi est-ce qu'on s'ouvre le vent, dans quelles circonstances? T'as ça, mais voilà, est-ce qu'il faut... C'est vraiment présenter tout le carcan, et genre, il va faire « Oh, je vais trouver le courtier », je lui dis « T'es qu'un gros connard ». C'est pas comme ça que ça se fait, oui. Ah oui, ça c'est en narration on appelle ça du world building en fait, et c'est hyper chaud. C'est le truc le plus compliqué du monde, quoi. Mais sérieux, quand on entend des scénaristes de films parler de ça, eux-mêmes trouvent que ça c'est impossible à faire. De transmettre un background extrêmement touffu au public, parce que là en plus il n'y a pas d'interaction. Faut réfléchir à comment les informations sur ton background vont se construire, se poser les unes sur les autres, genre ah ouais mais si je pars directement sur le seppuku, il faut d'abord que j'explique la question d'honneur. Et en plus, le principe de parce qu'on raconte une histoire, le mieux serait de le montrer en action et pas de le dire. Pour pas que l'introduction prenne 1h30. Oui, mais si tu rajoutes à ça le fait que tes personnages principaux dans ton histoire, c'est pas toi qui les écris, c'est d'autres personnes, tu sais pas du tout ce qu'elles vont faire. Après, il y a des jeux qui font ça super bien. Je trouve que Vampire, il fait ça super bien. Parce qu'il dit dès le début, vous jouez l'étreinte. Ouais. Et donc tu commences, tu as un perso qui connaît rien au monde des vampires et qui va le découvrir en même temps que le joueur. C'est même un enjeu dans le jeu, puisque avoir un mentor, en tout cas à certaines tables, j'ai eu un MJ qui menait ça très bien, il faisait que ça de bien, mais il le faisait très bien, il menait super bien Vampire. Ou avoir un mentor, c'était l'élément déterminant pour savoir si tu allais t'en sortir ou bouffer de la merde pendant les 3 premières séances, par exemple. Parce que tu arrivais dans un monde vraiment étranger. Et donc, il y avait une règle de mentor, il s'était dit, je vais l'utiliser. Mais tu as un avantage non négligeable comme à l'IMS, le monde c'est contemporain. Voilà. Tout le monde le connaît. C'est contemporain, mais... Tu as un petit élément occulte dans le monde contemporain, donc tout le monde a déjà le background. Tu sais ce que c'est qu'une ville, une voiture... D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que John Wick n'avait pas justement fait un nouveau jeu de samouraï qui décrivait justement, Sang et Honneur, voilà,
qu'il avait décrit justement comme Five Rings, mais comme j'aime bien moi. Sans se baser sur le jeu de cartes. Ben oui, et sans devoir se charrier 3 autres concepteurs derrière qui sont pas d'accord avec John Wick. Pour ceux qui connaissent, tout le monde voit qui c'est John Wick. C'est un créateur de jeux de rôle des années 90-2000 qui est une très très grande gueule et qui a un style de maîtrise un peu sadomasochiste comme ça. On aime ou on n'aime pas, moi je l'aime et je l'aime pas. Il y a des fois je trouve ce qu'il dit est vraiment génial, et puis il y a des fois où j'ai l'impression que... Enfin, voilà. C'est comme un bon grand méchant, on adore les... Voilà, il fera un bon méchant de James Bond. Mais ouais, le coup du background, c'est gros bazar, quoi. Je veux dire, même Star Wars fait très attention à présenter son univers à petits pas comme ça. Mais Star Wars encore. Mais c'est un jeu qui a un background que tout le monde connaît. Tu vois le film. Ben oui. Five Rings, c'est plus chaud, quoi. Tu joues aux cartes, tu connais l'univers, mais tu joues pas aux cartes. Ouais, ben oui. Et mine de rien, j'ai eu le même problème avec... malgré les filles, j'ai eu le même problème avec Open of the Gods. Hein. Parce que si on devait s'arrêter toutes les demi-heures pour dire oui mais non en fait il faut vous expliquer un truc, en fait dans le monde des arts martiaux quand deux combattants se rencontrent c'est plus poli d'eux et... C'est ça qui est... Voilà, au bout d'un temps c'est voilà. Mais c'est con parce que j'aime bien les gros backgrounds bien touchus. Ouais, de temps en temps ça fait du bien. Voilà. Merci. Truc, ou... J'ai encore une petite question. Allez vas-y. C'est chiant. Ouais vas-y. Tu as parlé à un moment donné de prendre les jeux tels qu'ils sont, pour changer ta routine, parce que tes tables vont toutes se ressembler. Ouais. Le problème, c'est que... Bon, si tes tables se ressemblent toutes. Moi je dis plutôt comme ça. Quand tu as les mêmes joueurs et que tu joues régulièrement avec eux, même à des jeux différents, tu as des routines qui sont tout à fait. assez logiques. Ouais. Et c'est pas nécessairement un mal. Tu dis, ok, je vais prendre le jeu, je vais l'appliquer tel quel, je vais voir ce que ça donne, et tu te rends compte, en fait, en appliquant le jeu tel quel, que ça ne te convient pas. Toi, tu ne passes pas derrière l'écran. Tout à fait. Parce que soit tu brûles trop de dés, soit parce que c'est chiant, c'est pas ça. Moi, généralement, j'ai tendance à modifier les trucs moi-même pour les adapter, mais tu reviens dans les mêmes routines, en fait, dans ta zone de confort. Oui, c'est vrai aussi. Mais ça, au moins, je veux dire, si tu as un jeu qui marche pas, carrément, qui amuse personne à la table, c'est un peu normal de revenir vers les méthodes où tout le monde s'amuse. Pas, mais que les autres ont l'air de s'amuser. Alors là, c'est l'enfer. Ouais. C'est l'enfer. Tous les jeux auxquels la plupart des jeux que je maîtrise, ça va être des jeux où j'ai besoin que les joueurs soient héroïques, mais en prennent plein dans la gueule. On soit bien d'accord. Mais j'ai déjà maîtrisé des jeux où les joueurs n'étaient pas des héros. Ouais. Ils sont bien amusés, mais je me rends compte qu'après, généralement, 1, 2, 3 parties, voilà, en fait, ils jouent des gens normaux, il n'y a rien d'héroïque. Ils sont contents, ils en prennent plein dans la tronche et ils arrivent à survivre parfois. Mais en fait, ça raconte un énième film. Mais eux, ils aiment bien parce que c'est fun. Parce qu'ils sont dedans. Ouais, ça c'est. Tu fais le tri quand même. Moi, je lis, mais ce qui me plaît pas, je ne vais même pas l'amener à la non, mais quand je lis, ça me plaît bien, généralement. C'est parfois en le faisant jouer. Mais vu la tête de ma bibliothèque, j'ai une possibilité de maîtriser beaucoup de jeux. Et j'aime bien varier aussi les styles. Mais genre, j'ai maîtrisé Notre Tombeau. C'est un jeu où tu fous les jours dans un trou, tu les laisses crever, quoi. On va tester bientôt Macadabre. C'est Chevalier Sodomie, mais version sortable. D'ailleurs, à ce niveau-là, je sais que c'est très bizarre comme annonce, mais j'ai complètement raté l'édition limitée de Chevalier Sodomie. Si quelqu'un a un exemplaire de trop, je sais, voilà. Qui a l'air assez sympa à ce niveau-là. C'est Dark Souls. Ça a l'air assez sympa. On explore des hexagones et on peut mourir à chaque seconde. Dans le jeu, je l'ai acheté, j'ai joué 5 secondes. Ah ouais. Moi j'aime bien quand même. Moi j'aime pas souffrir. Ouais. Mais t'aimes bien faire souffrir. Oui. Eh ben c'est le jeu pour toi. Il faut trouver des joueurs un peu masochistes, mais ça va être le jeu pour toi. C'est le jeu qui te conseille de monter un peu le chauffage, mais pas trop, avant la séance, et de mener avec un masque. Histoire et que les joueurs restent debout. Alors le masque pour les joueurs ne voit pas quand ils te foutent de leur gueule. J'aime beaucoup. J'ai testé, on est en cours. Il faut être un peu maso. Ben oui, clairement. Mais le jeu le dit. Le jeu le dit dès le début. Il dit ce jeu ne vous aime pas. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas mort. La mauvaise nouvelle, c'est que vous n'êtes pas mort. Et c'est genre, tu sais que tu vas t'en prendre plein la tronche. Et pareil qu'à Paranoia, créer un perso. La première fois, c'est 10 minutes. Et après,
après, tu as les routines, et c'est 2-3 minutes. Bam, 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 tu jettes 4 dés et tu as ton perso. Et comme dans Et il Paranoia, est prêt à mourir de nouveau. et comme dans Paranoia, tu as des règles qui rendent la mort un peu moins pénible. Et alors, il y a un truc. Du genre, tu récupères tes souvenirs. Ça, c'est bien. Mais là, c'est pareil. Il y a des corbeaux, en fait. Ouais, mais c'est ça, je parlais de. Quand ton perso meurt, bah, tant qu'il reste un PJ vivant, je crois même pas, en fait, même si tous les PJ meurent, les corbeaux vont apporter des informations aux autres PJ voilà. qui vont les remplacer. Le groupe sera toujours. C'est une sauvegarde, quoi. Ouais. Le plus beau que j'ai vu dans les mécaniques qui font que tu ne regrettes pas de perdre ton perso, c'est dans Hollow Point. Donc Hollow Point, c'est un jeu qui est fait pour jouer des histoires de gens violents qui font des crimes dans le monde d'aujourd'hui. Donc Reservoir Dogs, encore une fois, Heat, c'est un bon exemple, Kill Bill, mine de rien, d'une façon tordue, etc. Et le principe, c'est qu'on a des persos qui, on ne sait pas s'ils vont tenir jusqu'au bout de la séance, fatalement, parce que dans ces films-là... Mais quand tu perds ton perso, tu crées un nouveau perso plus gros bin qui revient donner des ordres aux autres. Parce qu'en gros, si vous avez perdu un des membres de la mission, c'est que ça a foiré, donc l'organisation vous envoie un garde-chiourme. Et c'est un PJ qui joue le garde-chiourme. Et c'est super fun. Alors c'est un peu la mécanique du capot des camps de concentration, on est bien d'accord, mais ça marche super bien. Parce que du coup, il y a des terrains avant le perso, le dernier meurt. Oui, c'est ça, il revient exactement, et ça tourne, et c'est la surenchère. Voilà. C'est assez fun. Mais rester en vie a aussi d'autres avantages, parce que tu étoffes ton perso et tu chopes plus de petites options narratives à rebalancer qui te permettent de gagner des dés, etc. Donc tu peux soit te la faire à la dure, soit te dire on s'en fout, je crame mes cartouches, et dans les deux cas c'est fun. Ben voilà. Merci. Merci à vous.